Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis bien désolé de ne pas pouvoir être en présence réelle. Néanmoins, je suis bien présent et j'espère que vous m'entendez bien. Je suis heureux de pouvoir ouvrir cette journée autour du transhumanisme et d'essayer de réfléchir sur le rapport qu'il pourrait y avoir entre humanisme et transhumanisme, parce que les choses sont compliquées. Quand on parle de transhumanisme, aujourd'hui, dans les médias, par exemple, la question standard est: faut-il avoir peur? Quand on pense au transhumanisme, on a cette idée qu'il y a derrière le transhumanisme, une haine de soi, une haine de la vie. Certains, comme Jean-Michel Beignet, reprenant Gunther Anders, ont parlé de honte prométhéenne. Vous voyez, une sorte de dégoût de soi. Et donc, autour du transhumanisme, il y a, pas simplement chez les chrétiens, eh bien, un rejet. Je crois que je n'ai encore fait aucune conférence grand public en rencontrant des personnes absolument fascinées par le transhumanisme. Donc, il y a une connotation péjorative du transhumanisme, et c'est ça qui m'étonne. Et c'est de cet étonnement-là dont j'aimerais partir. Cela m'étonne parce que, du point de vue des transhumanistes eux-mêmes, quand on les écoute, quand on les lit, autrement dit, quand on ne cherche pas à découvrir le transhumanisme à partir des médias, mais à partir de ce qu'écrivent eux-mêmes les transhumanistes, et il est vrai qu'en général, le transhumanisme s'écrit en anglais, eh bien, on s'aperçoit que l'une de leurs revendications, c'est d'apparaître comme un humanisme. La conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, en quelque sorte, c'est d'être un nouvel humanisme. Or, l'humanisme a plutôt une connotation positive. Et donc, c'est là qu'il y a un étonnement entre cette tonalité péjorative du transhumanisme et en même temps, donc, eh bien, du point de vue des transhumanistes, cette idée qu'il s'agit simplement de quelque chose qui relève de l'humanisme. Et c'est ça que nous allons examiner en ouverture de cette journée, les liens qu'il y a entre l'humanisme et le transhumanisme, pourquoi finalement le transhumanisme fait peur malgré tout, et nous allons commencer par essayer de convoquer quelques grands noms de l'humanisme. Ce que j'aimerais vous montrer dans un premier temps, c'est qu'en fait, effectivement, le transhumanisme est bien dans la lignée, dans la perspective de l'humanisme. C'est un fait. C'est un fait historique. Vous savez que l'humanisme peut prendre des formes diverses et variées, évidemment. Et donc, on peut tout à fait concéder qu'il est une forme transhumaniste. Mais si on dit qu'il a une forme transhumaniste, il faut entendre alors qu'il s'agit néanmoins d'un transhumanisme modifié, on pourrait dire transformé. C'est ce qu'il faut entendre dans transhumanisme, humanisme transformé. Et donc, on verra dans un deuxième temps en quoi cet humanisme est transformé. Et puis, on finira par essayer de prendre position sur ce transhumanisme pour justement la discussion, pour voir ce qui est vraiment en jeu profondément d'un point de vue philosophique avec le transhumanisme. Alors, je suis vraiment désolé parce que j'ai une voix caverneuse. J'espère qu'elle n'est pas trop désagréable. Néanmoins, on va essayer d'avancer ainsi. Le premier nom de l'humanisme que j'aimerais convoquer est Pic de la Mirandole. Nous sommes fin 15e. Vous connaissez cet ouvrage de la dignité de l'homme. Et dans cet ouvrage, à un moment donné, Jean-Pic de la Mirandole fait dialoguer Dieu avec Adam, le Père avec Adam, et il dit en substance, je t'ai créé ni terrestre, ni céleste, ni mortel, ni immortel, parce que je t'ai doté du pouvoir arbitral
et honorifique de te façonner toi-même de façon à ce que tu choisisses la forme que tu préfères. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est une idée, évidemment, qui va se développer dans le courant humaniste. C'est vraiment, je dirais, cette idée qui va se développer en mettant la liberté, la priorité en quelque sorte à la liberté, un primat à la liberté, mais un primat à la liberté dans une perspective qui prendra alors la forme d'une émancipation. Il s'agit de s'émanciper de la nature. On se donne bien la forme, on a bien la vie que l'on veut avoir en s'émancipant des déterminismes naturels. Euh, et je crois, sans avoir besoin d'insister davantage, que c'est tout à fait dans cette perspective que se situe le transhumanisme. Le transhumanisme prône ce qu'il appelle une liberté morphologique. C'est l'expression que les transhumanistes utilisent, de liberté morphologique, autrement dit, être libre de se donner la forme que l'on veut. On voit qu'il y a ici quelque chose qui fait écho à Pic de la Mirandole, et ce lien que je fais, ce sont les transhumanistes eux-mêmes qui, quand ils refont leur histoire, eh bien, l'établissent. Je n'invente pas le lien. Cette liberté, donc c'est une liberté d'émancipation par rapport à la nature. C'est le premier point. Premier point qui atteste d'un lien fort avec l'humanisme. Le deuxième point, j'en prendrai que trois par rapport à l'humanisme, le deuxième point, c'est sans doute Jean-Jacques Rousseau, où l'humanisme va prendre là une forme accomplie avec Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Vous savez, dans ce texte-là, Rousseau va montrer que finalement, ce n'est pas tant la liberté qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est cette perfectibilité indéfinie. Une perfectibilité indéfinie. L'homme peut indéfiniment se perfectionner, s'améliorer, dit, si vous voulez, en termes transhumanistes, puisqu'on a la même chose dans un vocabulaire transhumaniste. Celui-ci a été largement, comment dire, médiatisé. Eh bien, c'est l'homme augmenté. C'est l'homme augmenté. Il y a bien des façons, d'ailleurs, d'être augmenté. Quand je mets des chaussures le matin, je suis un homme augmenté. De fait, il est naturel à l'homme que d'être augmenté. Tout habit, tout avoir est une augmentation. Mais quand les transhumanistes parlent d'homme augmenté, c'est d'autre chose. Quand j'acquiers des vertus, par exemple, eh bien, je deviens un homme augmenté. Je me perfectionne quand j'acquiers une technique, quand j'acquiers une qualité morale. Je suis un homme augmenté, c'est aberré, hein, c'est habitus qui vient d'aberrer. Qui est le verbe avoir. C'est vraiment le fait d'ajouter quelque chose, soit à son propre corps, soit à son âme. L'homme est fait pour être augmenté. Ceci étant dit, quand les transhumanistes parlent d'homme augmenté, ils sont très précis et il s'agit de quelque chose de nouveau. Mais vous voyez, dans la droite ligne donc de l'humanisme, il s'agit vraiment d'une augmentation, d'une perfectibilité indéfinie qui prend en fait trois directions. Première direction, il s'agit d'augmenter les capacités. Augmentation des capacités. Alors, il peut s'agir bien sûr des capacités physiques, comme par exemple quand on augmente grâce à un exosquelette, quand on augmente la capacité de courir plus vite, plus longtemps. Un exosquelette, c'est une combinaison robotisée. Par exemple, ça peut être aussi dans l'augmentation physique, l'augmentation de l'acuité visuelle. Au lieu de voir simplement 10 dixièmes, cette possibilité de voir 16 dixièmes. Alors, vous voyez, ce qui est important, c'est que progressivement, ce qui va apparaître grâce à cette idée d'augmentation, eh bien, c'est que la nature elle-même est un handicap.
Si je ne vois que 10 dixièmes, c'est naturel peut-être, mais c'est un handicap par rapport à ceux qui voient 16 dixièmes. C'est aussi handicapant que de ne voir que 6 dixièmes. Premier type donc d'augmentation, capacité physique, psychologique. C'est par exemple, vous savez, aux États-Unis, c'est la DARPA, l'agence pour la recherche militaire avancée, qui est le fer de lance du transhumanisme. Et par exemple, ils aimeraient que leurs soldats puissent ne pas avoir besoin de dormir pendant une semaine. Voilà, une augmentation alors qui est plutôt psychologique. Et puis, il y a des augmentations intellectuelles. Par exemple, on pourrait imaginer augmenter le QI. Je crois que les Chinois ont un programme en ce sens. Premier type d'augmentation donc, que j'ai illustré, décliné, ce sont l'augmentation des capacités. Mais on va dans la droite ligne de l'humanisme. Vraiment, on avait déjà cette idée dans l'humanisme. Le deuxième type d'augmentation, d'homme augmenté, de forme d'augmentation pour l'homme augmenté, c'est l'amélioration du ressenti. Ça concerne le ressenti. Alors, on pourrait donner beaucoup d'exemples, je suis obligé d'aller très vite, mais c'est, par exemple, libérer la créativité, disent les transhumanistes. C'est, par exemple, enlever l'agressivité. On pourrait, effectivement, l'agressivité cause un problème social et par conséquent, pour le résoudre, on pourrait tout à fait agir sur le cerveau de façon à inhiber en quelque sorte l'agressivité. On aurait alors peut-être une société plus morale. On aurait, disent les transhumanistes, un autre exemple intéressant, c'est c'est la possibilité de consommer par exemple des drogues en ayant l'effet permettez-moi, je fais que livrer la pensée, l'effet sanitaire positif de la drogue sans l'addiction. Augmenter le ressenti de manière générale. Et ça, c'est la deuxième forme d'augmentation. Puis il y a une troisième forme d'augmentation, c'est vraiment changer profondément la nature humaine. Alors, on ne va pas travailler longtemps sur ce sujet. Il faudrait voir ce qu'ils entendent par nature humaine. En tout cas, il faut entendre Homo sapiens. Vous savez qu'Homo sapiens, il se caractérise par une bipédie exclusive. Donc, sans doute que ça concerne donc la bipédie exclusive. En tout cas, ça concerne la modification de l'anatomie et puis aussi le caractère donc sapiential de l'homme. Pour le moins, sapiens, je n'ai pas le temps de développer énormément, mais ça signifie qu'il est capable d'un comportement moral, d'un comportement éthique. Tous s'entendent pour dire que l'homme est sapiens dans la mesure où il est altruiste, dans la mesure où il a suffisamment d'empathie pour être altruiste. Et donc, on pourrait sans doute modifier cela profondément. En tout cas, voilà 3 directions de l'homme augmenté. Après, les transhumanistes entre eux ne seront pas tout à fait d'accord. Par exemple, et ça conduit à ma troisième partie, si vous voulez, dans le changement profond de la nature, il y a éliminer la mort. La mort de la mort, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Laurent Alexandre. Alors, je voudrais dire 2 choses. D'abord, pour eux, il ne s'agit pas d'éliminer la mort. Ils sont tout à fait d'accord qu'il y aura toujours la mort. Ils revendiquent que l'homme puisse se donner à lui-même sa propre mort. C'est une chose importante. Mais, vous voyez, une mort qui n'est plus subie. Une mort qui n'est pas naturelle, qui n'est pas subie, en fait, en raison de la maladie ou même en raison de la vieillesse de la nature. C'est quelque chose, je crois, qu'on retrouve tout à fait chez quelqu'un comme Condorcet, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. C'est un ouvrage posthume qui paraît en 1795, où justement Condorcet rappelle tout ça, que l'objectif du progrès, c'est de s'émanciper des déterminismes naturels, sociétaux, familiaux, etc. Il dit, mais finalement, ce progrès indéfini n'a de sens que si l'homme, mais il reconnaît qu'à cette époque que c'est impossible, mais que si l'homme devient immortel.
La conséquence, c'est que si on progresse à ce point, s'il y a un tel progrès, eh bien, il lui manquera plus qu'une chose, c'est de ne pas mourir, c'est de mourir, enfin, c'est de ne pas mourir plutôt, ce qui lui manquera. Et donc, on a tout à fait, ça je voudrais insister lourdement, c'est-à-dire qu'on associe aujourd'hui trop souvent cette élimination de la mort, cette élimination de la maladie, qui est un objectif de certains transhumanistes, comme quelque chose qui serait essentiellement transhumaniste. Ça fait partie du projet humaniste. Et si je devais enfoncer le clou en quelque sorte, je dirais la chose suivante. C'est qu'on trouve chez Francis Bacon, nous sommes au XVIIe siècle, Francis Bacon, c'est l'un des pères fondateurs de la modernité, Francis Bacon, pas Roger, mais Francis Bacon, eh bien, l'auteur du Nouvel Organon, par exemple, dans Magnalia Naturae, c'est un ensemble de notes, il dit tout ce que les sciences permettront de faire, et parmi ce qu'il indique, eh bien, il dit que les sciences permettront de retrouver la jeunesse, d'allonger la vie. En fait, quand on lit le texte de Bacon, on a l'impression d'avoir un texte écrit par les transhumanistes contemporains. Je crois que on ne voit pas suffisamment dans les médias le fait que le transhumanisme est un humanisme. C'est Gilbert Rotoy qui avait écrit un ouvrage sur le sujet qui s'intitule « Le transhumanisme est-il un humanisme ?» et qui répond de manière positive. Je crois qu'il avait bien vu les choses en spécialiste des sciences et des techniques, des technosciences, c'est le terme qu'il avait forgé, Gilbert Rotoy. Eh bien, je crois qu'il a tout à fait raison. Il y a un lien essentiel entre l'humanisme et le transhumanisme. D'où, vous comprenez, la question initiale, comment se fait-il que nous soyons aussi positifs à l'endroit de l'humaniste? Quand je dis nous, c'est nous collectivement, la société, pas nous chrétiens nécessairement, mais nous collectivement. Comment se fait-il que nous soyons si positifs à l'égard de l'humanisme et si négatifs à l'égard du transhumanisme? Parce que vraiment, j'ai beaucoup scruté quelques années la réception, en quelque sorte, du transhumanisme dans la société française. Et je crois qu'on peut dire que cette réception est plutôt très négative de tous bords, dans tous les bords idéologiques de la société. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques bords qui sont plus favorables, mais globalement, il y a plutôt une réception négative. Comment est-ce possible? D'ailleurs, même, je me rappelle un rapport de la Commission européenne, c'est en 2006, sur la convergence technologique, où on s'inquiète alors du transhumanisme qui apparaît aux États-Unis et on défend au contraire l'humanisme. On a opposé humanisme et transhumanisme. On oppose humanisme et transhumanisme. Alors comment comprendre eh bien, qu'on puisse opposer humanisme et transhumanisme alors que finalement le transhumanisme apparaît comme une forme d'humanisme? C'est ce que je voudrais aborder dans cette deuxième partie. Je voudrais montrer que si le transhumanisme est un humanisme, il faut noter qu'il s'agit d'un humanisme transformé. Évidemment, il s'agit d'un transhumanisme nouveau, nouvelle forme, 2.0, on aimerait dire aujourd'hui, ou 3.0, je ne sais pas où on en est exactement. En tout cas, il y a quelque chose de différent à tel point que les humanistes ne s'y retrouvent pas toujours. Quelle est la première grande différence? Pour la pointer, je crois qu'il faut que nous convoquions celui qui, dans les années 50, au début des années 50, va créer le mot transhumanisme. Maintenant, la chose se sait, il s'agit de Julian Huxley. Julian Huxley qui était à la fois un grand biologiste, l'un des piliers du néo-darwinisme, encore appelé théorie synthétique de l'évolution. C'est d'ailleurs lui qui invente le terme théorie synthétique de l'évolution, et il sera également le premier président de l'UNESCO,
qui a un lien avec la culture. Julian Huxley donc, va proposer ce terme donc à l'occasion d'une conférence, et il dit ceci: l'espèce humaine peut se transcender elle-même si elle le veut. L'espèce humaine peut s'auto-transcender même, si elle le veut. L'homme restant l'homme, ajoute-t-il. L'espèce humaine peut s'auto-transcender. Il s'agit de s'auto-transcender. Qu'est-ce qu'on met derrière cette transcendance? Et il ajoute, nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance. Donc, il s'agit d'abord d'une croyance. Nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance. Peut-être transhumanisme conviendra-t-il. L'homme restant homme, mais s'auto-transcendant. Vous voyez, Et il poursuit en réalisant de nouvelles possibilités de et pour la nature humaine. Je crois dans le transhumanisme. Une fois qu'il y aura assez de gens capables, en vérité, de dire cela, je crois dans le transhumanisme, l'espèce sera sur le seuil d'une nouvelle sorte d'existence, aussi différente que la nôtre l'est de l'homme de Pékin. Il sera au moins pleinement conscient de sa propre destinée. Alors, que vient de faire Julian Huxley? Eh bien, il faut savoir que nous sommes au sortir de la guerre, et au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il ne fait pas bon être humaniste. Parce que finalement, les deux guerres mondiales ont signé l'échec de l'humanisme. L'humanisme promettait une paix perpétuelle grâce au progrès. Grâce au progrès technique qui impliquerait un progrès moral, nous aurions une paix, et même, pour reprendre un titre de Kant, une paix perpétuelle. Et au lieu de cela, eh bien, le progrès technique a donné lieu aux plus grandes boucheries de l'histoire que l'histoire n'avait jamais connues. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes après-guerre, il est très difficile de se dire humaniste. On ne croit plus en l'humanisme. Et c'est cette idée, c'est dans cet état d'esprit que se situe Huxley. Si nous voulons garder les valeurs, pense-t-il, humanistes, il va falloir le transformer. Il a échoué parce qu'il n'était pas adapté, mais ces valeurs restent des valeurs pertinentes, pense Huxley. Il va falloir le transformer. Et en fait, si on veut le transformer, il va falloir le relire à l'aune de ce que nos sciences aujourd'hui disent. Nous sommes donc dans les années 50. Je rappelle, 1947, congrès de Princeton, qui va valider la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire le néo-darwinisme, comme justement proposant une théorie aboutie sur le plan scientifique de l'évolution. Et donc, en poursuivant le geste humaniste, il va relire l'humanisme à l'aune de la théorie de l'évolution. Voilà la grande nouveauté, voilà la grande différence. C'est-à-dire que oui, le transhumanisme est un humanisme, mais un humanisme revu et corrigé à l'aune de l'évolution. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait déployer énormément, ça change beaucoup de choses, mais de fait, à la fois, c'est la même chose et c'est très différent. Vous voyez, c'est ce qui fait que c'est compliqué. C'est compliqué à identifier. La chose est compliquée à identifier, mais finalement, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent avec l'humanisme lui-même, qui justement se nourrit des développements et des progrès de la science. Et ici, en l'occurrence, qui va donc intégrer cette nouvelle théorie synthétique de l'évolution, qui dit quoi, en quelque sorte? Qui dit que l'homme n'est rien d'autre que le moment d'une histoire évolutive. Qui dit que finalement, comme Darwin en 1871, dans la filiation de l'homme, Descent of Man, la filiation de l'homme, c'est un ouvrage que Darwin consacre à l'homme, dit j'ai peut-être exagéré quant à la sélection naturelle, mais j'ai au moins rendu un grand service en renversant le dogme des créations séparées.
Et on sait que Darwin va progressivement perdre la foi. Et donc, il y a un naturalisme qui refuse Dieu, il y a un monisme. Finalement, tout procède par génération d'une même origine. Ce qui va profondément changer l'humanisme. Si vous voulez, l'humanisme gardait encore quelque chose de très spirituel. Quelque chose qui reste encore spirituel, mais qui est dans le prolongement de la nature. Si vous voulez, ce qui reste de spirituel, c'est la liberté. Il y a cette liberté, il faut le vouloir, dit Huxley. Il y a quelque chose qui reste de spirituel, qui est la liberté, mais cette liberté est conçue comme une simple émanation de la matière. On est dans un matérialisme. On est quand même dans un matérialisme, je dis quand même parce que les choses sont peut-être un peu plus complètes que ça. On pourrait faire une distinction entre matérialisme, physicalisme. Ici, c'est trop, on ne peut pas affiner à ce point, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un plan complètement horizontal. Il n'y a plus de Dieu. Si Dieu existe, il est relégué à la sphère privée. Nous sommes dans ce contexte-là et je crois que Nietzsche l'aura bien compris, c'est le temps de la mort de Dieu et ce qui a donné le coup fatal, eh bien, c'est la théorie de l'évolution. À juste titre ou pas, en tout cas, sociologiquement, c'est ce qui va se produire. Et c'est dans ce contexte-là que va se développer ce nouvel humanisme, cet humanisme transformé, cet humanisme sans Dieu, cet humanisme sans Dieu qui va chercher quand même à conserver les valeurs humanistes. Mais pour Huxley, pour Julien Huxley, ça passe par la culture, par une volonté, par un désir, par une volonté. Autrement dit, il est plutôt à l'origine du Julien Huxley d'un mouvement culturel. Parce que le transhumanisme, c'est deux choses. Le transhumanisme, c'est un mouvement culturel et on vient de le voir avec Huxley. Il est question d'un désir ici, de voir l'homme se transformer, être accepter et vouloir une transformation de sa destinée, y compris biologique. Et puis, le transhumanisme, ça va être un courant philosophique. Et là, pour bien le pointer, vous allez voir, il y a une deuxième différence qui va arriver avec Max More. Max More, nous sommes dans les années 90. Max More, je pense qu'on peut le considérer comme le fondateur du transhumanisme dans la mesure où, pour Max More, eh bien, Max More va proposer la première définition du transhumanisme complète. On peut presque dire que Julian Huxley crée le mot, que Max More donne la définition. Vous voyez, si on veut être... bien sûr qu'il va intégrer la perspective de l'évolution, lui aussi, on va le voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Max More, il y a un élément supplémentaire qui va apparaître, et qui est celui qu'on connaît très bien aujourd'hui, hein, c'est l'élément qui accompagne bien l'idée de transhumanisme actuel. Je vous donne d'abord la définition de Max More. Mais avant, un petit contexte quand même, c'est que Max More va avoir cette idée, il dit indépendamment de Julian Huxley, ça c'est intéressant, il va proposer le mot transhumanisme sans lien avec Julian Huxley, dit-il, et on peut le croire, je crois. À cette époque-là, il est en train de faire une thèse de doctorat sur le transhumanisme et sur la modification de l'homme par lui-même. Et l'idée du transhumanisme lui vient en lisant Nietzsche. Assis par les Zarathustra, le prologue, paragraphe 3. C'est très intéressant dans ce paragraphe où Nietzsche, vous savez, Nietzsche, c'est cet auteur qui a lu toute la biologie de son temps, qui connaît parfaitement l'évolution, enfin, qui la connaît en tant que philosophe, comme philosophe, cette conception de l'évolution du transformisme, qui va l'intégrer à sa propre réflexion. Il met dans la bouche de Zarathustra, je vous enseigne le sens de la terre, dit Zarathustra, et vous êtes fait pour être dépassé, dit-il. Qu'avez-vous fait pour être dépassé? Il pose cette question, mais qu'avez-vous fait? L'homme est fait pour être dépassé. Entendez, l'homme est dans une histoire évolutive, donc vous voyez, l'homme tel qu'il est n'a pas vocation naturellement à rester tel qu'il est s'il est dans une histoire évolutive. C'est évident, enfin, vous voyez, dans cette logique.
Dans quelques années, il sera différent, dans des milliers d'années peut-être, mais centaines de milliers d'années, mais il sera différent si on admet qu'il est un simple moment de l'histoire évolutive. Autrement dit, la biologie nous dit qu'il n'y a aucune raison, sur le plan strictement scientifique, de considérer l'homme comme l'aboutissement du processus évolutif. Et Zarathustra pose une question, finalement, qui fait écho à Pic de la Mirandole. La grandeur de l'homme, c'est qu'il est capable de faire quelque chose par rapport à ce devenir biologique. C'est qu'il y a un devenir naturel, biologique, mais l'homme est capable de faire quelque chose pour orienter, pour faire en sorte que ce devenir soit ce qu'il veut qu'il soit, ou un peu plus ce qu'il veut qu'il soit. Mais il a la capacité de vouloir, et ça on l'a vu avec Julian Huxley, mais dans la pensée de Max More, c'est de se dire, il ne s'agit pas d'avoir une simple velléité comme ça, un vouloir symbolique, que l'on soit ceci ou cela. Il faut avoir la puissance de ce que l'on veut. Or, la puissance de ce que l'on veut, ce sont nos sciences et nos techniques qui nous la donnent. Et par conséquent, voilà l'élément nouveau, c'est vraiment un élément nouveau. Je vous donnerai la définition de Max More, mais c'est vraiment un événement nouveau parce que il n'est pas nouveau que nous utilisions nos sciences. Je l'ai dit tout à l'heure, pour nous augmenter, pour faire des chaussures. Moi, je dis l'homme qui a des chaussures est un homme augmenté. Je peux défendre cette thèse-là. Et le problème, c'est pas être augmenté. Bien sûr que l'homme a besoin d'être augmenté. Il a besoin d'être augmenté par la grâce, il a besoin d'être augmenté par les vertus, il a besoin d'être augmenté par les habits. L'homme a besoin d'être augmenté. C'est qu'il y a quelque chose anthropologiquement qui est très intéressant. C'est un animal nu, c'est un animal pauvre. Il n'a pas tout ce qu'il faut pour vivre une vie d'homme. Il a besoin d'être augmenté. Ça, c'est évident, c'est clair. On est d'accord avec les transhumanistes sur ce point-là. La nouveauté, c'est qu'avant, on modifiait l'environnement par nos techniques. Bien sûr, on agissait aussi sur le corps, mais c'était pour soigner, c'était pour réparer. La nouveauté, c'est que désormais, on va agir sur le corps pour augmenter, simplement pour augmenter, non plus pour réparer, non plus pour aménager l'espace, mais on va agir sur son propre corps pour l'augmenter. Entendez bien, pour que l'on puisse avoir le corps que l'on veut. C'est ça le transhumanisme, c'est ça. Et c'est là qu'il est vraiment un humaniste, c'est-à-dire que la dignité de l'homme, dit par exemple quelqu'un, un grand transhumaniste qui enseigne à Oxford, autant pour moi, Nick Bostrom, qui enseigne à Oxford, il dit finalement que la dignité de l'homme, elle consiste justement dans l'exercice de cette liberté, qui a la capacité de son vouloir, grâce à la technique, qui va pouvoir, justement, je veux avoir tel corps, je veux donner telle apparence, alors la technique va me donner ce pouvoir. Bien sûr. Et donc, on voit bien le lien. On comprend bien alors cette définition de Max More. Première définition complète du transhumanisme. On peut dire courant philosophique. Le transhumanisme est un courant philosophique qui promeut la poursuite et l'accélération de la vie intelligente. Pardon, j'ai mal parlé. Qui promeut la poursuite et l'accélération de l'évolution de la vie intelligente. J'ai oublié le mot évolution. De l'évolution de la vie intelligente. Qui promeut la poursuite et l'accélération de l'évolution. Vous voyez, s'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de transhumanisme. Ça, on ne le voit jamais dans les médias. L'évolution de la vie intelligente, par-delà sa forme et ses limites actuelles. Mais il y a une suite. Au moyen de la science et de la technique, au moyen de la science et de la technique, guidés par des principes et des valeurs qui promeuvent la vie. Qui promeuvent la vie. Qui promeuvent la vie, si vous voulez, dans cette perspective transhumaniste, du point de vue, vous voyez, j'essaie de me placer du point de vue des transhumanistes, j'essaie de comprendre ce qu'ils pensent.
eh bien, il y a cette idée que l'humanité court un risque existentiel, que l'humanité finira par disparaître tôt ou tard. Tôt ou tard. Et justement, une des caractéristiques de l'humanisme, c'est de dire, même si c'est tard, il faut commencer à y réfléchir maintenant. Tôt ou tard, l'humanité finira par disparaître. On est sans doute d'accord avec ça. Le soleil finira par brûler son dégât. Vous me direz, c'est pas tout de suite. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer à y réfléchir? Parce que, disent les transhumanistes, la vie humaine a du prix. La vie humaine, il y a un très beau texte, une lettre, enfin un très beau texte, c'est un pamphlet, mais il est quand même très beau si on sait le lire, de Max More à Mère Nature, où il dit, mais l'homme, c'est la merveille qu'a fait la nature. C'est une merveille faite par la nature. Et justement, ils veulent conserver ces merveilles. Pour eux, c'est l'intelligence. C'est ce qui fait la dignité de l'homme, c'est-à-dire cette liberté qu'ils veulent conserver. Et le risque existentiel étant que tout cela disparaisse. Dieu, pour eux, n'existe pas, alors il n'y a plus que la science et la technique. C'est sauf qui peut. Peut-être que cette disparition n'est pas pour demain, mais justement, heureusement, parce que si elle était pour demain, nous ne serions pas prêts. Ce qu'il faut, c'est dès maintenant, c'est orienter nos savoirs et nos techniques par rapport à ce projet, à ce grand projet, qui est un projet humaniste, c'est-à-dire permettre à l'homme d'exercer sa liberté. Le point n'est pas propre à Max More. Je crois que si on regarde, par exemple, la déclaration transhumaniste de l'Association mondiale transhumaniste, une déclaration donc Humanity Plus, on s'aperçoit qu'il y a bien sûr, qui a été signé par Nick Bostrom, signé par Max More, signé par d'autres, eh bien, on constate de fait que on ne peut pas penser le transhumanisme sans l'évolution, on ne peut pas penser le transhumanisme sans la technique. Attention, soyons très clairs, pour un transhumaniste, le transhumanisme n'est lié à aucune technique particulière. Le transhumanisme, ce n'est pas une question technique. Le transhumanisme, c'est finalement la question suivante. Alors que la technique peut être un danger, comment faire en sorte que la technique ne soit pas un danger et puisse au contraire permettre à l'humanité de se conserver. Voilà l'enjeu, voilà la question posée par le transhumaniste, notamment donc là, au cas de l'Association mondiale transhumaniste. Et alors, je voudrais le citer parce que dans cette déclaration, il doit y avoir 8 articles, et dans les 3 derniers, quand on sait lire, on s'aperçoit qu'on retrouve les valeurs de fraternité, même si les mots n'y sont pas, d'égalité et de liberté. Je donne dans l'ordre d'apparition dans le texte. Vous voyez, là encore, référence à l'humanisme, bien sûr, de fraternité, mais à chaque fois, je voudrais pointer ça, il faut que ce soit rapide, le temps passe très vite, mais tout ça étant profondément modifié en même temps. Liberté, égalité, fraternité, oui, mais dans un sens, vous allez voir, profondément modifié. Fraternité, bien sûr, avec tous, même les pays les plus pauvres, disent-ils, mais aussi et surtout avec les générations à venir. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je dois, dans ma décision concernant telle ou telle technologie, prendre en compte l'avenir des générations. Il y a comme une fraternité par rapport à ces générations. Égalité, oui, mais une égalité inclusive. Il parle de morale inclusive, bien sûr, le mot est à la mode. Incluant quoi? Incluant les animaux? Incluant les machines intelligentes. Aujourd'hui, on est à une époque où on se pose la question de savoir si on peut conférer des droits aux robots, par exemple, dans la mesure où ils auraient apparemment la capacité de prendre des décisions autonomes pour des robots de 3e génération, dotés d'intelligence artificielle. Il y a des études très sérieuses militant en faveur des droits des robots, mais aussi droits des animaux, comme vous savez.
Donc, vous voyez, égalité, mais une égalité inclusive qui va venir inclure, pas ici les minorités, comme on l'entend souvent dans cette morale inclusive où on inclut les minorités, etc. Là, il s'agit d'inclure eh bien, des êtres qui ne sont pas de même espèce que des hommes. Et puis enfin, liberté, j'ai déjà évoqué, c'est cette liberté morphologique dont il est question dans la déclaration transhumaniste. Donc, oui, il faut que l'homme soit libre. Libre de quoi? Libre de changer d'apparence comme il veut, d'augmenter son corps comme il veut. Alors, il faut savoir que quand il y a trois valeurs comme ça, trois principes de décision, le problème, c'est la hiérarchie des valeurs. Il y en a qui vont mettre la liberté en priorité, d'autres qui vont mettre l'égalité en priorité. Et on le sait, dans l'humanisme classique, ça va donner lieu à des confrontements, à des conflits en quelque sorte idéologiques, selon l'ordre de priorité qu'on va donner à ces trois valeurs. Eh bien, je pense qu'on retrouve la même chose dans le transhumanisme, c'est-à-dire qu'on pourrait même dire que s'il n'y a pas les trois valeurs, eh bien, on n'est plus dans un transhumanisme, on est dans un post-humanisme. Mais tant qu'il y a les trois valeurs, eh bien, on est dans un transhumanisme. Ceci dit, il va y avoir des transhumanistes qui vont s'opposer. Par exemple, je pense à Max More, qui est un libertarien, je n'ai pas le temps de développer, mais qui est un libertarien qui va mettre en priorité la valeur de liberté. Aujourd'hui, c'est Elon Musk qui a repris l'étendard de cette priorité donnée à la liberté. D'autres, je pense à James Hughes, vont au contraire donner la priorité, avec son transhumanisme démocratique au sens américain du terme, vont donner la priorité à l'égalité, à la justice sociale. Il y a donc des conflits, mais je dirais le point d'accord, cette nouveauté de l'humanisme, c'est que désormais l'humanisme n'est pas simplement sur la question culturelle ou économique. Il y a une troisième dimension, c'est la dimension de la biopolitique. Voilà, l'humanisme du transhumanisme, c'est un humanisme qui promeut une biopolitique. Je développe pas trop, mais il y a donc vraiment une nouveauté par rapport à l'humanisme classique de ce côté-là. Pour conclure en quelque sorte, ou en tout cas pour répondre pour prendre position, pour aller dans le sens d'une position, je voudrais aborder trois points. Le premier point peut-être consisterait à partir d'un rapport qui pour moi est un rapport décisif, qui est un rapport sur la convergence technologique en 2002, convergence technologique CTNB-IC, je vous l'ai mis dans mon exemplier, de Rocco et Bainbridge. Pour la petite histoire, Bainbridge est sociologue des religions. Ce rapport est très important parce que c'est lui qui va lancer le transhumanisme sur la scène internationale. Avant, il était confiné. À partir de ce moment-là, il appartient non seulement au débat public, mais au débat international. Je n'ai pas le temps de présenter le contexte ici, qui serait très intéressant, mais ce qui est sûr, c'est que ce document est un document de plus de 500 pages, extrêmement intéressant. Dans ce document, on montre bien que le transhumanisme, enfin on est à l'aube d'une nouvelle renaissance. Ils reprennent d'ailleurs tout un lexique, il s'agit de quitter un âge obscur, et que de la même manière qu'à la Renaissance, un jour on était poète, le lendemain on était artiste, on sculptait, on était ingénieur, bref, on avait plusieurs spécialités. Il faut, disent-ils, on est en 2002, il faut développer non seulement la mais l'interdisciplinarité. Il ne faut pas se spécialiser simplement dans une discipline, mais il faut cultiver plusieurs disciplines, les croiser, car c'est la convergence technologique des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information, sciences du cerveau. C'est le croisement de ces nouvelles technologies qui sera responsable de l'accélération du progrès technologique.
Il s'agit là aussi de sauver en quelque sorte l'humanité dans ce texte. Il y a ce narratif, mais c'est surtout que pour eux, il y a un changement dans notre vision de la nature. Il y a un changement dans notre vision de la nature, c'est à cause justement des microscopes, comme les microscopes à force atomique ou à effet tunnel, qui nous permettent de voir dans l'ordre du milliardième de mètre, c'est-à-dire au niveau nano, milliardième de mètre, eh bien, de voir et de manipuler les structures de la matière. Et alors, à ce moment-là, à cet endroit-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre, disent-ils, le vivant et le non-vivant, entre le naturel et l'artificiel. Il n'y a pas de différence. Tout est construit à partir de la même origine, en quelque sorte. Tout peut être reconstruit, tout peut être amélioré. On doit avoir un nouveau regard sur la nature parce qu'il n'y a pas de différence. Finalement, ce que promeut ce rapport, c'est l'amélioration de la performance humaine. Il s'agit de faire converger les nouvelles technologies pour améliorer la performance humaine. En quelques mots, cette performance humaine, c'est vraiment ce qui doit permettre eh bien, ce que l'ONU appelle la santé. Vous savez, dans sa constitution, 1947, je crois, de l'ONU, où il est dit que la santé n'est rien d'autre qu'un état de complet bien-être. Je rappelle, la santé, état de complet bien-être physique, moral, et, mental et social, et non pas à simple absence de maladie ou de handicap. Et donc, c'est ça, il s'agit d'augmenter la performance pour avoir un état de complet bien-être. Si vous voulez, on pourrait formuler les choses à la manière de Descartes. C'est ce que Descartes appelait, quand il s'adressait à la princesse Élisabeth, la béatitude naturelle. Cette béatitude naturelle qui ne consiste en rien d'autre que dans un contentement, dans le contentement de se voir exercer sa propre liberté, de l'exercice de sa propre liberté. Et je crois que cela transparaît bien largement dans ce rapport transhumaniste. Finalement, ce qui est gênant, et c'est mon premier point d'attaque, en quelque sorte, c'est que finalement, derrière cette conception du vouloir humain, il y a cette idée on ne veut pas les choses parce qu'elles sont bonnes. Finalement, c'est parce que nous les voulons qu'elles sont bonnes. Il y a là un point sur lequel que je fais qu'évoquer maintenant parce que j'arrive bientôt au terme de mon compteur. Mais là, il y a un point décisif, je crois, qui n'est pas propre aux transhumanistes, qui est loin d'être propre au transhumanisme, mais en tout cas qui est un des présupposés du transhumanisme. Je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur le bien et sur le mal moral. Est-ce que nous choisissons une chose parce qu'elle est bonne, ou est-ce qu'elle est bonne parce que nous la choisissons? Je crois que nous avons évacué Dieu, mais nous avons mis l'homme à la place de Dieu. L'homme joue à Dieu, pas simplement parce qu'il bricole avec la nature, mais l'homme joue à Dieu parce que collectivement, il décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je crois que le premier enjeu est là. La réflexion qui consiste à dire, mais finalement, qu'est-ce qui constitue une bonne décision? Qu'est-ce qui constitue un bon choix? Est-ce mon désir? Est-ce que c'est bon parce que ça permet l'exercice de ma liberté? Ou est-ce que le bien, eh bien, a une consistance indépendante du sujet qui le choisit? Ensuite, mon deuxième point d'accroche, d'attaque, eh bien, c'est un point que je convoque parce qu'il est très connu dans les débats avec les transhumanistes. Je l'ai vu citer ce document par les transhumanistes eux-mêmes. Il s'agit d'un document de la Commission théologique internationale, Communion et service, la personne humaine créée à l'image de Dieu. C'est un texte donc du magistère qui est signé par Joseph Ratzinger à l'époque, en 2004, un peu plus tard, donc en 2004. C'est un texte vraiment très, très, très intéressant. J'ai très peu de temps, je vais droit au fait. C'est un texte qui mérite d'être médité de bout en bout, vraiment, d'une puissance incroyable. Et encore une fois, eh bien, les gens qui ne partagent pas notre foi en ont connaissance. Il vise vraiment, entre autres, mais pas seulement, mais en partie le transhumanisme. Et
finalement, il dit ceci. Il dit, on a souvent attribué l'image de Dieu à l'âme. On a vu dans l'âme l'image de Dieu. Il y a plusieurs façons, théologiquement, il retrace toutes les positions théologiques. En fait, ce qu'il faut ajouter, c'est que l'homme est à l'image de Dieu dans son corps. C'est dans son corps que l'homme est à l'image de Dieu. Pourquoi? Précisément parce que c'est dans son corps même qu'il est comme Dieu, à savoir une fin, et non pas un moyen. Son corps a le statut de fin, de cause finale. Alors, il est évident, ce n'est pas un texte scientifique, parce que la méthodologie m'invite à exclure la finalité, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut exclure la finalité. Il a le statut de cause finale. Or, poursuit l'argumentaire, le droit dont nous disposons porte toujours sur les moyens. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit de disposer de notre propre corps. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a ce statut de fin étant créé à l'image de Dieu. Il est comme Dieu, une fin. Alors, évidemment, le problème dans ce cas-là, ce texte est très beau, vraiment très, 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 très beau. Mais le problème dans ces cas-là, c'est qu'il est difficile de le faire entendre à des gens qui, justement, ne croient pas en Dieu. La question est là, en fait. On a bien vu, derrière, il y a le transhumanisme, il y a quand même un fond d'athéisme, il y a la mort de Dieu, quand même. Ça ne veut pas dire qu'on a fait des études sociologiques sur les croyances religieuses des transhumanistes. Il y a même des chrétiens, bien sûr, qui sont transhumanistes, qui se disent transhumanistes. Néanmoins, tout le monde n'est pas athée. Il y a, je crois, 64% d'athées dans les statistiques qu'on a fait. On serait dit plutôt, mais alors, il devrait y en avoir 100% ou 99%, il n'y en a que 64%. Après, il faut voir ce qu'on met derrière athée. J'ai évoqué James Hughes, qui est un prêtre bouddhiste, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, derrière, il y a quand même une mort de Dieu. Il y a quand même la mort de Dieu qui est le fond de son développement. Et alors, ce texte, il fait dire, ben voilà votre position, à vous, chrétiens, mais on ne peut pas bâtir sur le fait que l'homme est créé dans son corps à l'image de Dieu, une réponse au transhumanisme. On ne peut pas sur cette base-là, parce que tout le monde ne croit pas, on ne peut pas sur cette base-là, eh bien, interdire quoi que ce soit quant à la modification du corps humain. Par contre, vous, chrétiens, vous pouvez vous interdire. Mais n'interdisez pas aux autres, laissez les autres libres. Nous, vous laisserons libre, nous allons vous protéger. Vous aurez votre réserve où vous pourrez vivre avec des corps non modifiés, à la rigueur. Ça, on peut discuter, on peut débattre de là, mais à la rigueur, on vous laissera en réserve. Vous aurez des corps non modifiés parce que vous ne voulez pas être modifiés, parce que pour vous, ça ne correspond pas à votre foi. Mais laissez-nous la liberté parce que nous n'avons pas votre foi et on n'a pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument à nous opposer. Grosso modo, c'est ce qu'on lit dans certains rapports quand ce texte est convoqué. Alors, je crois que l'enjeu, et c'est pour conclure, c'est de redécouvrir, l'un des enjeux, parce qu'il y en a plusieurs, et vous allez en découvrir tout au long de la journée, mais c'est de redécouvrir le sens de la nature. En tout cas, c'est l'un des enjeux sur lesquels je travaille, c'est de redécouvrir le sens de la nature, parce que je crois que l'un des présupposés dans le transhumanisme, c'est que la nature est mal faite, c'est que la nature est mauvaise, c'est que la nature n'est pas bonne. Je crois qu'il y a là même une belle contradiction. Et je voudrais la pointer pour conclure. Il y a même une contradiction de dire, voilà, la nature est mal faite, elle n'est pas bonne en soi. Moi, je pense que la nature est bonne. Je pense que si on réinterroge la tradition, ce qui est à l'origine de la tradition occidentale en philosophie de la nature, on a les moyens de montrer encore aujourd'hui, de manière pertinente, que la nature est bonne. Ce n'est pas la technique qui va prouver le contraire. Et je voudrais même me servir du progrès technologique pour établir que la nature est bonne, en un sens. Pas bonne moralement, ontologiquement, du fait même qu'elle existe. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Eh bien,
et que si elle est bonne, ça implique peut-être même beaucoup de choses, comme la finalité inscrite dans la nature. Je crois que la nature est bonne parce qu'aujourd'hui, quand nous voulons faire des progrès technologiques, quand nous progressons avec les nouvelles technologies, je vais prendre deux exemples, un exemple réel et un exemple espéré, escompté. Quand nous voulons progresser avec les nouvelles technologies, eh bien, que faisons-nous? Quand nous faisons des progrès, nous ne faisons jamais qu'imiter la nature. Nous imitons la nature, en fait. Par exemple, on a parlé des ciseaux génétiques avec CRISPR-Cas9. Eh bien, il faut savoir que le dispositif existe dans des bactéries marines. On n'a fait qu'imiter la nature. Quand les transhumanistes disent qu'on arrivera demain, je pense à Nick Bostrom dans Super Intelligence, à faire des ordinateurs, des intelligences artificielles fortes qui dépassent l'homme dans tout domaine. Quel est son argument? C'est de dire, mais la nature est arrivée à faire un cerveau, la technique imite la nature, on arrivera au moins à refaire un cerveau, voire à faire mieux. Parce que la technique imite la nature. La technique imite la nature dans ses structures, dans ses processus. Voilà. La technique, nos progrès techniques sont faits d'imitation à la nature. Mais alors, si nous progressons en imitant la nature, c'est que la nature était déjà bien faite, c'est qu'elle nous précédait. Elle était déjà très bien faite. Elle en savait plus que nous. Je crois qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de défendre l'idée que la nature a une perfection, une bonté, et même sans doute qu'il y a inscrite dans la nature des choses, une finalité. Je pense qu'à partir de là, on devrait pouvoir apporter des réponses qui sont de l'ordre de la raison naturelle, parce qu'on ne peut pas simplement répondre en convoquant la théologie. Pour conclure, mon mot de la fin, ne l'oublions pas. Si Julian Huxley a inventé le mot transhumanisme pour désigner cette idée que l'homme pourrait s'auto-transcender si elle le veut, le mot existait déjà dans la langue anglo-saxonne. Le mot était déjà présent, il est apparu au 19e siècle, fin 19e siècle, quand il s'est agi de traduire Dante. Dante, vous savez, cet auteur qui, à lui tout seul, invente une langue, l'italien, l'auteur de la Divine Comédie. Dante qui fait dire à Adam, quand il arrive au paradis, que son corps est comme, alors je ne sais pas le dire en italien, je suis désolé, je le prononce mal, mais ça se traduit par transhumanisé, transhumanar. Son corps a été transhumanisé. Le corps d'Adam au paradis est transhumanisé. Je trouve que c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est bien cette idée d'un corps qui reste le corps humain, qui reste mon corps et en même temps qui est profondément transformé avec des propriétés nouvelles. Je crois que c'est de cela dont ils ont, si ce n'est la nostalgie, en tout cas l'aspiration, nos amis transhumanistes, sauf que, eh bien, Dieu est mort et que pour eux, seul l'homme pourrait transhumaniser l'homme. Je vous remercie.